Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors écoutez, c'est 11h24, donc on est pendant 30 minutes avec Isilionne. Donc c'est parti mon très cher Isilionne pour ta jolie chronique Enchanteresse et magique. Ok. Je commence ou tu mets le jingle? Non vas-y, comment? Alors en fait, cette saison, je suis en train de tout remanager. Ok. J'ai que pour Lunaya le nouveau jingle, mais j'ai encore pas fait pour le reste de la team. Ok. Bien. Donc, en fait, la nouvelle saison de Essentiel va se baser sur l'astrologie. Donc, je prends un petit peu de risque parce que j'y connais pas grand-chose. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, Alina, d'être avec moi, parce que peut-être que je vais dire des grosses bêtises sur les signes astro. Et donc, je vais traiter chaque signe astro en cours. Et d'après mes recherches sur le signe, j'essaye de voir une huile essentielle qui peut aider ce signe, ou soutenir, ou faire du bien. Et je vais traiter cette huile en fonction de ce signe-là. Donc, ce mois-ci, on est dans le signe de la Vierge. Donc, c'est un signe terrestre qui est hyper attaché au foyer, mais qui peut se montrer distant avec les gens qu'il ne connaît pas, voire même carrément hautain. Et on va voir que c'est pas forcément aussi simple. En fait, le natif de la Vierge, il déteste être au centre de l'attention et il adore faire plaisir aux gens. Voilà. Et aux gens qui l'aiment, pas n'importe qui non plus. Ils sont hyper carrés et hyper méthodiques, hein. Ce qui fait qu'ils sont de super analystes, des chefs de projet, des financiers, mais d'un autre côté, ils sont un petit peu psychorigides, hein. Donc super efficaces, hein, mais l'émotion, c'est pas trop leur truc, quoi. Madame Vierge, elle va être affectueuse, discrète, chaleureuse et très pudique. Elle va privilégier le bien-être de ceux qui l'entourent au détriment des siens. Et elle va même aller jusqu'à laisser les autres s'accaparer ses réussites. Ça lui pose pas de souci que quelqu'un dise c'est moi qui l'ai fait, alors que elle s'en fiche du tout parce qu'elle déteste les conflits, elle va pas rentrer en conflit. Elle sait pas du tout faire les grandes effusions et les grandes démonstrations. C'est quelque chose qu'elle sait pas faire. En amour, elle va être perfectionniste, un petit peu possessive, mais surtout elle va être très 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 timide. Elle peut passer comme froide, hein, ou pudibonde. Monsieur Vierge, lui, sa frayeur, c'est l'imprévu, le changement. Il a besoin d'une stabilité, il a besoin de contrôler son environnement. Il est pragmatique, hein, il est ordonné, il est rigoureux. Il est lui aussi attentif à ses proches et il va un petit peu agir un peu en éminence grise, hein, en discrétion. Et lui aussi, ça lui posera pas de soucis, même au contraire, qu'un petit scorpion ou qu'un petit lion passe derrière en disant c'est moi qui l'ai fait. Lui, par contre, dans son perfectionnisme, il attend des résultats et de l'efficacité. Et peu importe les moyens, il faut que ce soit efficace. En amour, c'est pas du tout un séducteur. Il va fuir les relations tumultueuses ou complexes et il va préférer les relations longues aux petites amourettes. Mais il a beaucoup de mal à s'ouvrir sentimentalement. Il va paraître froid, distant. Vous attendez pas à ce que Monsieur Vierge vous répète des je t'aime à longueur de journée. Il le fera pas. Alors il le fera pas parce qu'il l'ose pas et parce qu'il y pense pas. Donc du coup, si on doit résumer le natif de la Vierge, il va détester les natifs, hommes comme femmes, et enfants aussi. Il va détester toute forme de surprise et d'imprévu. C'est un pro du rangement. Il laisse les autres s'approprier ses succès, c'est pas un souci. Il va fuir le conflit, il va réfléchir beaucoup avant de prendre une décision. Il n'aime pas du tout qu'on parle de lui. Il va avoir besoin de tendresse et de douceur. Il est très 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 poli. C'est pas un hyperactif, mais il déteste ne rien faire.
Et on peut considérer qu'il est froid, hautain ou distant, alors qu'en fait, il est tout simplement timide. Est-ce que ça va, Alina? Est-ce que j'ai pas dit de bêtises? Non, c'est très très bien. Ah, et on peut aussi un peu comprendre pourquoi ce signe est comme ça. C'est parce qu'en fait, il est en totale opposition au poisson dans sa manière d'être, au niveau de sa personnalité. Il manque beaucoup d'éléments hauts, donc d'émotions, donc montrer l'émotion, etc. Donc je pense à mon sens que c'est un petit peu pour ça, entre autres, que la Vierge a autant de mal à montrer et à garder, tu vois, une certaine distance. On sent que la personnalité, elle est froide, mais en fait, elle est pas froide. En fait, c'est juste les Vierges ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond de leur être. Donc, on a l'impression qu'ils sont hautains, mais c'est pas du tout le cas. Par contre, je trouve... Alors, tu as une vision pragmatique du signe, ce qui est logique, mais on ne peut pas être totalement comme ça en étant vierge, parce qu'il faut aussi prendre d'autres parallèles dans un thème et dans une personnalité. Donc, vous aurez effectivement des petites substances autour de tout ce qui vient d'être dit, mais jamais en total 100%, sauf si dans votre thème, vous avez du vierge à foison, dans tous les sens du terme. Là, c'est vrai que ça veut dire que là, ça va bouillonner sec du bouillon, hein, comme on dit. Mais voilà, mais je trouve que c'est un très très bon rendu que tu offres. Oui, alors après, effectivement, moi, je suis pas très doué en astro, hein. J'ai vraiment, là, ce sont des recherches que je fais, je synthétise plein de choses et je prends vraiment le signe du zodiaque, c'est-à-dire que je prends pas en compte toutes les déclinaisons avec les ascendants ou les différentes maisons. J'ai pas les capacités de faire ça, j'ai pas ce savoir-là. Mais déjà, tu vois, faire ce travail de fond comme tu fais en ayant une vision de la Vierge de base, ça aide beaucoup après coup quand tu analyses un thème dans ce sens large et de voir un petit peu comment sont aspectées les différentes planètes autour de ce signe, on arrive mieux à percevoir. Donc là, tu donnes vraiment une grande ligne autour de la personnalité de la Vierge. Donc ça, c'est magnifique. Tout et à donc, fait. tu vas faire ça pour toutes les chroniques de cette saison. Voilà, je vais faire ça pour chaque mois en fait jusqu'à juin. Donc effectivement, il y a peut-être les signes d'été qui vont passer à l'as, peut-être, hein. Je sais pas trop comment on va faire, hein. Alors peut-être que je les mettrai sur le Tipeee, peut-être, je sais pas. Oui. Je sais pas du tout. Alors Roxane me pose une question. Non, je répondrai pas. Je te dirai juste que je suis du même signe que Vera. Ah oui, je confirme. Bien. Et alors là, j'arrive dans mon domaine d'expertise à moi. Oui. Qu'est-ce qu'on va leur proposer à nos petits vierges qui sont, qui peuvent paraître un peu froids, distants, pudiques, hein? À ton avis, qu'est-ce qu'il leur faudrait comme senteur? Ah, quelque chose de discret. Ah bah non. Ah bon, le contraire? Justement, justement, on va partir sur quelque chose d'extrêmement sensuel, d'extrêmement puissant, justement pour leur donner confiance et de leur dire, vas-y, dis ce que tu penses, vas-y, n'aie pas peur. Et donc, on va partir sur l'ilang ilang. Voilà, tu me perturbes là, Isine. Je pensais pas qu'on allait faire l'inverse en fait. Et oui, en fait, là, je suis partie dans l'idée ok, ils paraissent froids et distants, ils ont du mal à s'imposer et parfois quand même s'imposer, il faut parfois. Parce que quand on se laisse trop, enfin, après, c'est ma vision à moi, hein, mais quand on laisse les autres prendre ses propres victoires, lorsqu'on fait passer tout le monde avant soi-même, au bout d'un moment, ça devient lourd à porter et on a un peu tendance à s'oublier et à avoir du ressenti. Alors, Bon. tu sais ce qui est marrant, parce que quand je t'écoute parler de la Vierge, là, de la manière dont tu parles de la Vierge, pour moi, c'est une Vierge du signe de Vénus, en fait. Hein. C'est une Vénus en Vierge. Hein. La soubrette, en fait, qui se laisse marcher sur les pieds, qui dit oui à tout le monde, qui ose pas se montrer, montrer ses victoires, qui minimise toujours tout ce qu'elle fait, ce qu'elle montre. Et j'avais pas pensé effectivement à avoir une senteur qui permettait justement d'aller au-delà de ce ressenti émotionnel. Donc Ouais. c'est un joli cadeau là que tu fais,
je trouve. Alors moi quand j'ai vu ça, voilà, je me suis dit, bon, la Vierge, comment on peut l'aider? Euh, mais, avec ça, en fait, on peut peut-être l'aider à prendre un petit peu, à s'affirmer un peu plus. Et pour ça, l'ilang ilang, c'est un peu super. Euh, donc, l'ilang ilang, d'où ça vient? En fait, c'est une fleur qui est extrêmement présente dans la parfumerie. Mais alors vraiment, 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 vraiment. Ceux qui ont déjà senti de l'huile essentielle d'ylang ylang savent de quoi je parle. Là, c'est hyper puissant, c'est hyper sensuel. Euh, c'est très capiteux comme odeur. Euh, Peut-être même parfois. Alors l'huile essentielle, c'est parfois même un peu fort, mais quand elle est diluée, c'est moins fort. Et on est vraiment dans ce côté sensuel. Très vénusien, vraiment. Donc, il s'agit d'un petit arbre, hein, qui a le feuillage persistant, qui s'appelle Cananga odorata. Et donc, il doit son nom à ces fleurs jaunes qui sentent très fort. Et en philippin, ces fleurs, on les appelle alang alang, ce qui veut dire fleur des fleurs. Et du coup, ça a donné ylang ylang. Alors, il ne pousse pas du tout chez nous, hein, c'est pas possible, hein, il fait pas assez chaud. Il a besoin de beaucoup d'humidité, de beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Ça pousse très très vite, hein, et les branches vont vers le sommet, donc du coup, on est vraiment sur une plante qui va chercher la lumière et la chaleur. Euh, Ça peut monter jusqu'à 30 mètres, cet arbre, et ça vit à peu près 50 ans. Voilà. Et les fleurs arrivent dans la deuxième année de l'arbre. Voilà. Ça pousse à Madagascar, à Mayotte, hein, euh, dans les Comores aussi. Et l'essentiel de la production de cette fleur vient de Mayotte, en fait. La majorité des fleurs qu'on va trouver, dont on se sert pour faire l'huile, ça vient de Mayotte. On a un rendement qui est plutôt bon. Alors ça t'avait fait halluciner quand on en a parlé en off, Alina. Donc on a un rendement de 1%. C'est-à-dire qu'il faut 100 kilos de fleurs pour avoir 1 kilo d'huile essentielle. C'est plutôt pas mal. Parce que il y a certaines plantes qui ont des rendements en dessous du 0,01%. C'est quand même beaucoup, beaucoup. Ah, c'est clair. C'est clair. Ouais. Mm. On a une légende concernant l'ylang ylang et je l'ai trouvée très mignonne. Je la connaissais pas, c'est vraiment en faisant mes recherches. Donc, il y a très longtemps, aux Philippines, une petite fille naît et cette petite fille, elle est très belle. Du coup, les dieux des Philippines décident de nommer cette petite fille Ilang, qui, je vous rappelle, veut dire fleur. Mais elle est tellement belle et elle a l'air tellement fragile que les dieux interdisent à quiconque de toucher cet enfant, sous peine d'une énorme malédiction, évidemment. Et la petite fille grandit, le bébé grandit pour devenir une magnifique jeune fille. Et évidemment, ce qui doit arriver arriva, hein. Un homme tombe amoureux d'elle. Et alors les choses vont bien puisqu'elle aussi tombe amoureux de lui. Sauf que il y a cet interdit. Et donc le jeune homme, pour prouver son amour à cette jeune fille sans pouvoir la toucher, va lui offrir des fleurs, les fleurs d'ylang ylang, et va dédier cet arbre pour elle. Et malheureusement, lorsque Ylang va attraper le premier bouquet de ces jolies fleurs jaunes, leurs doigts vont s'effleurer et Ylang va être transformé en Kananga odorata et va devenir les fleurs d'ylang ylang. Et le jeune homme sera triste, hein, et tous les jours, il va prendre soin de cet arbre merveilleux et
en criant partout, Ilang, 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 où es-tu? Voilà, voilà. Donc un peu triste quand même cette histoire. Que d'émotions ce matin, que d'émotions. Hein. Alors Bon, après, c'est un peu une histoire typique, hein. On a quand même c'est quelque chose qui revient assez souvent, hein. Enfin, quand j'ai lu cette histoire, moi j'ai pensé tout de suite à Daphne et Apollon, quoi. Enfin, c'est la même histoire en fait. oui, oui, c'est vrai, je confirme. Bien, notre huile essentielle d'ylang ylang. Qu'est-ce qu'elle fait cette huile essentielle? D'abord, elle donne un coup de boost aux organismes fatigués. Et ça, c'est son utilisation première, hein. C'est un tonique, hein. Elle donne du peps. Elle donne du peps aussi pour les câlins, hein. En cas d'asthénie, de baisse de libido, elle est tip top parce que c'est un aphrodisiaque hyper connu. Et là où c'est un peu étrange, c'est qu'elle est également hypotensive, c'est-à-dire qu'elle va faire baisser la tension et faire baisser le rythme cardiaque. Donc, pour toutes les personnes qui souffrent de tachycardie ou d'hypertension, ben, un petit coup, on respire un petit coup cette huile-là et hop, ça va mieux. Donc, on a à nouveau cette dualité. C'est-à-dire que d'un côté, elle est tonique, hein, elle donne un coup de boost, elle réveille les ardeurs, et d'un autre côté, elle va calmer la tension, elle va calmer le rythme cardiaque. Donc, c'est plutôt pas mal. En fait, elle régule le rythme cardiaque. Elle va aussi aider à calmer les angoisses ou le stress excessif. Je suis en train de réaliser qu'en fait, c'est hyper raccord avec la chanson que tu as mis. Bon, bref, ça c'est autre chose. Donc cet effet calmant et sédatif et relaxant, c'est dû à la présence des esters, la molécule qui est dans l'huile essentielle, on les appelle les esters. Elle fait partie de la famille des esters. Et donc ces esters, ils agissent sur c'est la sécrétion de sérotonine, de dopamine. Ce sont les hormones que nous fabriquons tout seuls, comme des grands, lorsqu'on est heureux. Sérotonine et dopamine. Les esters, ils vont aider à fabriquer ça. Grâce toujours à ces esters et au linalol, je vous ai déjà parlé plusieurs fois du linalol, hein, on va avoir les effets calmants, relaxants et anxiolytiques. L'huile essentielle peut aussi favoriser la décontraction des muscles. Ça peut être intéressant, un petit massage avec une huile de transport avec quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang dedans lorsqu'on a les muscles un peu contractés. Bon, aphrodisiaque, hein, on va pas revenir sur le sujet, hein. Ça aide à lâcher prise et à calmer l'anxiété. Et l'odeur un petit peu sensuelle agit sur nous là-dessus aussi. Les esters vont aussi, donc, comme je vous ai dit, agir en régulateur cardiaque, en inhalation et en voie cutanée. C'est également un tonique capillaire et un régulateur de sébum. Donc ça, c'est pour les alcools monoterpéniques. Donc, il est très intéressant. Moi, je l'utilise souvent dans les shampoings. Lorsqu'on fait des shampoings, des peines de shampoing, mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang à l'intérieur. D'une part, ça aide à réguler la production de sébum. Donc, ça veut dire qu'il y en a ni trop peu, ni trop. Et du coup, ça va permettre d'avoir des cheveux qui sont moins gras. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, comme on n'a pas cette production excessive de sébum, ça va aider à la repousse du cheveu également. Et donc moi, je m'en sers essentiellement sur les shampoings. L'huile essentielle, elle est plutôt facile d'utilisation, hein. Tout le monde peut s'en servir. Euh, Alors, à part les femmes enceintes de moins de 3 mois et les nourrissons, hein, c'est toujours pareil. Je vous dis tout le temps, attention, les huiles essentielles, pour les enfants de moins de 7 ans, utilisez pas. Et les femmes enceintes, par précaution, n'utilisez pas non plus. Même si dans les faits, l'huile essentielle d'ylang-ylang, ça passe. Mais bon, faire attention quand même. Application cutanée, il faut faire très attention quand même parce que cette huile essentielle, elle a quand même un petit côté sensibilisant ou allergisant. Donc, il faut vraiment bien la diluer. On peut la diluer
à 20% au maximum, hein, c'est-à-dire 2 millilitres d'huile essentielle pour 8 millilitres d'huile de transport. Sauf que cette huile, si on n'aime pas l'odeur, ou si l'odeur nous perturbe, à 20%, ça tabasse quand même pas mal. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la dilue à 10%, donc 1 millilitre d'huile essentielle dans 9 millilitres d'huile de transport. Au moins, comme ça, on est tranquille. On n'a pas le problème de sensibilisation sur la peau et d'allergie, et on n'a pas cette odeur très forte. Euh, En diffusion, on peut y aller sans problème. Elle se prête très bien à la diffusion. J'ai lu, ça par contre je ne le savais pas du tout, qu'on peut également la consommer. Euh, Ceux qui connaissent l'huile essentielle d'ylang-ylang qui sentent l'odeur, c'est pas une odeur qu'on a envie de manger en fait. Donc je sais pas, mais a priori on peut. On pourrait la manger. On pourrait la mettre dans. J'ai lu des articles sur du sucre à l'ylang-ylang pour sucrer les yaourts. Moi, ça me viendrait pas à l'idée. Parce que c'est pas une odeur qui donne envie de manger. Moi, je vois C'est... pas ce que c'est liang liang. Parce que je vois Marie qui dit qu'elle aussi, elle adore l'odeur de liang liang. Mais ça se trouve, je connais l'odeur, hein, mais je vois pas ce que c'est. Alors, oui, tu connais l'odeur, surtout quand je vais te parler du parfum, parce que tu vas voir que oui, tu connais l'odeur. Ah, C'est une odeur. On est entre. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà, c'est une fleur. Hein, donc, on a vraiment un côté floral. oui. On va être très proche de la vanille avec peut-être une pointe de réglisse. Hmm. Tu vois, et puis c'est quelque chose de hyper entêtant. Si tu respires trop, enfin, moi je sais que ça me le fait. Si j'en respire trop d'ylang-ylang, je vais avoir mal à la tête. C'est très capiteux, C'est tu vois. c'est pas là-dedans qu'on met aussi cette odeur tu sais, dans les produits d'été? Non, Ça ça c'est fait le moneuil. vanille. Ah, le moneuil, ouais, d'accord, ça n'a rien à Non, voir. ça n'a rien à voir avec le moneuil. Même si effectivement le moneuil peut avoir ce côté aussi un peu entêtant, Oui, voilà, mais c'est pour ça. c'est pas la même chose. Je pensais à ça de suite quand t'as dit ça, en fait, Ouais, au moneuil. non, Hmm. c'est pas la même chose. T'as ce côté très fleur. Ouais. euh, Mais c'est vraiment une fleur lourde. Comme la rose, tu vois. Ouais. La rose, ça peut être très très fort aussi. C'est pas forcément subtil la rose. Hmm. On est vraiment dans cette famille olfactive des odeurs de fleurs qui sont très agréables, mais qu'il faut savoir doser. Sinon, c'est trop. Bah, c'est comme la fleur de lys aussi, hein. C'est Trop, ça. trop. Non, parce que la fleur de l'or, ça pue. Ah ouais. Moi, je trouve Alors que que ça sent. l'ylang-ylang, ça sent bon. Je trouve que ça sent bon, mais je peux pas rester plus de 2 secondes devant, quoi. Ouais, la fleur de lys, le frésia et tout ça, c'est hyper fort. L'ylang-ylang, c'est quand même un peu plus subtil, hein. Ah, Mais c'est quand même fort, hein. d'accord. Ouais, je vais attendre ton parfum. Ça se trouve, je vais dire, mais oui. Ah oui, je pense. Je pense. Euh, donc, comme toujours, hein, moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes enceinte, si vous êtes allaitante, de ne pas l'utiliser. Vraiment. Euh, Même si dans la littérature, ça peut passer vraiment. Enfin, quand vous êtes enceinte et allaitante, pas d'huile essentielle du tout, vraiment. Enfin, on n'a pas encore assez de recul. Ne prenez pas de ce risque-là, c'est quand même bête, hein. C'est vraiment bête. D'ailleurs, blague entre guillemets, on a eu beaucoup cet été de. Donc moi, j'ai beaucoup de familles et de proches qui travaillent dans la santé encore. Et il y a eu, en tout cas dans ma région, beaucoup d'intoxications au clou de girofle, à l'huile essentielle de clou de girofle cet été. C'est bizarre, hein, mais voilà, attention, les huiles essentielles, ne faites pas n'importe quoi. C'est un médicament. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, j'ai mal aux dents, je vais prendre de l'huile essentielle de clou de girofle. Ouais, intoxication, quoi. Donc faites gaffe, hein, c'est pas des bêtises quand on vous dit faites gaffe. Donc demandez conseil à votre pharmacien. Vraiment. Les propriétés magiques de l'huile essentielle de d'ylang-ylang. Alors déjà, sa planète, sans surprise, hein.
Mercure, côté aérien, côté inspirant, la Lune, côté féminin, et Vénus, ce côté amour aphrodisiaque, évidemment. Associé au Poisson, au Taureau et à la Vierge. Les éléments, ben, comme les planètes, j'ai envie de vous dire, hein, air, eau, terre. On ne peut pas mieux faire. Les pouvoirs, ben, essentiellement sexualité, essentiellement. Essentiellement amour. Donc, les filtres d'amour, les filtres de... je vous fais pas un dessin, hein. Voilà. Mais aussi la paix. Alors, cette huile, elle va promouvoir l'énergie positive. Elle va apporter la paix et la beauté dans le foyer. Pensez à la légende. Les légendes, elles sont jamais là pour rien, hein. Elle va stimuler l'intuition, la créativité. Elle, elle est vraiment bien pour la divination parce que justement, elle aide au lâcher prise. Donc, du coup, ça ouvre et ça permet la perception de choses que nos blocages nous empêchent de voir. Le travail sur les rêves, pour la même raison, et la communication avec les esprits, mais parce que les esprits, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ça sent bon aussi, hein. On va l'utiliser également pour les travaux qui visent l'équilibre, la détermination, la fertilité, la guérison et le foyer. Cette huile-là, elle va se montrer redoutable, hein, et c'est là que j'en viens à nos amis vierges. Elle est redoutable pour les périodes de transition puisqu'elle a un petit effet doudou. Donc, elle va apporter le soutien au changement. Hein, quelque chose qui nous déstabilise parce qu'on a un changement. Hop, on sniffe un petit coup d'ylang-ylang. On est apaisé et on peut faire face au changement. Mimi qui veut un dessin. Voilà autre chose. Comme je vous l'ai dit, c'est un excellent allié dans toutes les manœuvres de séduction, de confiance en soi, dans la manière amoureuse et sensuelle. Elle a un parfum apaisant. Lors de toute situation stressante et inconfortable, vous pouvez vous laisser transporter par son énergie. Elle va vous apaiser. Alors, elle va particulièrement apaiser nos vierges, mais tout le monde, hein, va être apaisé par l'ylang-ylang. Mais non, c'est pas de la drogue, Lunaya. Elle, elle est insortable, je vous assure, elle est insortable. Je crois qu'elle est trop restée dans la taverne. Ouais, ça, c'est Lunaria. Mais c'est clair, faut que tu arrêtes d'écouter les piliers de comptoir, quoi. Enfin, à un moment donné. Bien, ta partie préférée, Alina. Oui, alors en plus, je pense que Marie a donné la réponse. Je Oui, pense. Oui. oui, elle en a partie. Donc, on va l'utiliser en note de cœur ou en note de fond. On peut pas l'utiliser en note de tête, elle est trop puissante, elle va rester trop longtemps. Donc, on va l'utiliser en note de cœur ou en note de fond. Moi, je préfère l'utiliser en note de cœur pour qu'elle s'exprime, parce que si je la mets en note de fond, elle va stabiliser les autres odeurs et du coup perdre. Effectivement, je sais plus, je crois que c'est Marie qui l'a dit. Elle se combine très très bien avec la rose. Non, c'est Pascal qui l'a dit, c'est Pascal. C'est Pascal. Bon, ben voilà, ça se combine très très bien. Donc, c'est un incontournable et il est utilisé dans les parfums féminins. Je n'ai pas trouvé de parfum masculin qui comporte de l'ylang-ylang. J'en ai pas trouvé. Probablement que ça existe, hein, mais j'en ai pas trouvé. D'accord. Tu peux donner le nom du parfum? Le nom du parfum. Eh oui, il est dans le numéro 5 de Chanel ou dans le J'adore de Dior. Oui. En plus, tu peux me faire les deux que j'aime en plus. Fais-moi la pub. J'adore le Dior. C'est comment déjà la pub? J'adore le Dior. Ouais, c'est ça, je l'ai fait en fait sans le vouloir. J'adore le Dior. Ouais. Non, voilà, donc on les a dans ces deux-là, hein. Alors dans le numéro 5, il est pas flagrant parce que le numéro 5, alors la recette n'est pas totalement publiée parce qu'il y a le côté secret quand même évidemment, mais il y a énormément de fragrances dedans. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un parfum qui est hyper complexe. C'est ce qui fait son mythe aussi, hein. Oui. Alors, d'ailleurs, le mythe aussi, c'est la pub. Justement, c'est Marie Buzet.
La En pub parlant avec, tu sais, avec, comment elle s'appelle, Vanessa Paradis. Oh là là, que c'est beau. Ah, je l'ai pas Il y a celle-là. fort longtemps, elle était jeunette, hein, Vanessa Paradis. Tu sais quand elle fait le petit oiseau dans la cage? Ouais. Ah oui, oui, ça y est, ouais, je Bah me voilà. rappelle, ouais. Ah, c'est beau. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi le numéro 5 s'appelle le numéro 5? Je l'avais lu quelque part, mais je m'en souviens plus. Mais tu vas nous le dire. Oui, je vais te le dire. Donc, Gabrielle Chanel, lorsqu'elle a voulu se lancer en parfumerie, déjà, elle y croyait assez peu, hein. Elle y croyait assez peu. Elle était vraiment sur la haute couture, hein. C'était son bon sacré caractère aussi, Gabrielle Chanel. C'était pas, c'était quelqu'un quand même. Et à un moment donné, elle va faire appel à. Alors, je sais plus si elle fait appel ou si ou c'est ses deux frères qui lui proposent spontanément. Ça, je me rappelle plus la subtilité, mais enfin, en tout cas, elle va travailler avec deux frères juifs. Ça a sa petite importance dans l'histoire du parfum. Qui vont lui proposer donc les fragrances et ils vont lui proposer de pour commercialiser leur parfum de prendre le nom de Chanel en fait. Donc c'est eux les parfumeurs. Chanel, elle n'est pas du tout parfumeuse. Et Chanel, en bonne femme de d'affaires, elle va dire OK parce qu'elle voit le côté financier. Elle se dit effectivement associer mon nom à quelque chose, faut que ça rapporte. Et, euh, et les deux frères parfumeurs donc vont concocter énormément de parfums, beaucoup, euh, et pour que Gabriel Chanel puisse en choisir un ou plusieurs. Il aimerait bien plusieurs, mais au moins un pour sortir le parfum Chanel. Et Gabrielle Chanel va s'arrêter sur le flacon numéro 5 et elle va dire c'est celui-là. Donc du coup, bah, le parfum, c'est 5 de Chanel. D'accord, waouh. Voilà. Alors, on est d'accord Euh, que le parfum Chanel, c'est de la marque Coco Chanel, hein. oui, c'est Coco Voilà. Chanel. Alors, il y a quelques temps en arrière, j'ai visité un magnifique château, le château de Brissac. Mm. Et dans ce château, en fait, on voyait donc, tu sais, les effigies en fait, hein, de la famille de Brissac avec un double C entrecroisé. Ouais. Et quand j'ai vu cette effigie de cette famille, je me suis dit, mais on dirait Coco Chanel, on dirait la marque Coco Chanel. Et je me suis donc aperçue, alors peut-être que c'était inconscient à l'époque, hein, je ne sais pas, mais que le double C de Coco Chanel avait beaucoup, beaucoup de corrélations avec ce blason familial de la Château de Brissac. Mm. Donc ça m'a un petit peu surprise à ce niveau-là. Je me suis dit, punaise, parce que c'est pas du plagiat, mais pas loin. Donc allez faire un tour, regardez le blason de la famille de Brissac, avec le château de Brissac, donc dans les Pays de la Loire. Et vous allez voir que c'est assez troublant. Je trouve qu'il y a vraiment un côté troublant entre la marque Coco Chanel, le double C entrelacé, et le blason de la famille de Brissac, qui, elle, est là depuis des millions d'années, hein, du tout. Donc, Ouais, tu et moi savais? je m'étais fait la même réflexion sur Ah. tu sais, le fameux blason de Henri II, Catherine de Médicis et Diane de Ah, Poitiers. aussi, oui, Si tu exact. regardes bien, Ouais. tu l'as aussi un petit peu quand même, hein. Effectivement, oui, tu as le C, le D, ouais, ouais, tout à Ouais. fait, ouais. Et le Entièrement. H. Et le H, ouais. Mm. Donc, souvent, les artistes s'inspirent de Ouais. grandes têtes, entre guillemets, couronnées. Donc, c'est assez dingue. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'elle a eu autant de succès, inconsciemment, je sais pas. Peut-être, Mais peut-être. Je sais pas du tout. Je sais elle était pas du tout versée là-dedans, hein. dans l'ésotérisme et tout ça. C'était pas du tout son truc à ça, c'est clair. Elle était beaucoup trop pragmatique pour ça. Bon, la suite de l'histoire, elle est pas très reluisante hein, quand même sur ce parfum, puisque on est avant-guerre, avant la deuxième. Hein, enfin, on est entre les deux. Hein, et donc sur le numéro 5 les droits sont détenus à 50%, c'est-à-dire que Gabrielle Chanel, elle a 50%, et les frères, dont j'ai oublié le nom, ils ont 50%. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, bah, vous savez ce que ça donne, quoi. Donc je vous laisse imaginer ce qu'a pu faire Gabrielle Chanel pour pouvoir récupérer la totalité des droits de ce parfum. Voilà, fallait que ce soit dit. Euh,
Donc, je vous disais concernant les parfums que je n'ai pas trouvé de référence masculine. Par contre, j'ai trouvé une référence d'un parfum mixte qui s'appelle Frangipani Flower de Joe Malone London, pardon. Je ne le connais pas du tout. Donc, je ne peux pas vous dire comment il est. Et j'ai pas eu le temps de passer parfumerie du coin pour aller la sentir. Donc, je le connais pas. Mais quand on y réfléchit, c'est vrai que l'ylang ylang est tellement fleuri et capiteux que bah, ça s'accorde assez peu au parfum masculin moderne quand même. À l'heure actuelle, les parfums masculins modernes, on va être sur des notes boisées, des notes animales, des notes marines, très peu de notes fleuries en fait. On a vraiment gardé, ou alors quelques fleurs, mais on va garder les fleurs pour les dames. Voilà. Voilà. Moi, j'ai terminé. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.